On pense tous connaître l'histoire de Frankenstein, le monstre, les boulons dans le cou, tout ça. Mais si je vous disais que tout est faux, que le vrai monstre dans cette histoire n'est pas du tout celui qu'on imagine? Allez, on plonge directement dans cette affaire. Et pour ça, le mieux, c'est d'écouter le principal intéressé, Victor Frankenstein lui-même. C'est sa confession, texto. Il admet avoir lâché un vampire dans la nature, son propre reflet maléfique. Alors, qui est ce Victor Frankenstein? Imaginez un étudiant ultra brillant, un vrai génie. Mais derrière cette façade impeccable se cache une obsession. Une obsession sombre, dévorante, un secret qui va tout faire exploser. Sa descente aux enfers se fait en 4 étapes. 4 étapes aussi simples que flippantes. D'abord, il se met en tête de vaincre la mort. Rien que ça. Ensuite, il passe des mois à piller des cimetières pour rassembler ses pièces détachées. 3e étape, par une nuit d'orage, bam! Il donne vie à un géant de presque 2,50 m. Et l'étape 4, la plus cruciale? L'horreur, le dégoût total. Il prend ses jambes à son cou et abandonne sa création à l'instant même où elle ouvre les yeux. Après ça, pendant des années, plus rien, silence radio. Victor essaye d'oublier, de passer à autre chose, mais le passé finit toujours par nous rattraper. Et là, ça frappe fort. Son plus jeune frère, William, est retrouvé assassiné. L'enquête est ouverte et le secret de Victor est sur le point de lui exploser au visage. Et c'est là que ça devient vraiment sordide. Une jeune femme innocente, Justine, qui travaille pour la famille, devient la suspecte idéale. Et Victor, lui, il sait. Il sait pertinemment qui est le vrai coupable. Il sait que c'est sa créature. Mais il se tait. Il reste là, à la regarder se faire juger, condamner et exécuter. Il choisit de sauver son secret plutôt qu'une vie innocente. Complètement rongé par la culpabilité, Victor décide enfin de traquer le meurtrier. Il le retrouve tout en haut des Alpes. Il s'attend à un combat à mort contre un monstre sanguinaire. Mais à la place, il a droit à quelque chose de totalement inattendu. Une confession. Et là, accrochez-vous bien parce que cette phrase change toute la perspective. Le monstre parle. Et ses premiers mots, ce ne sont pas des grognements, c'est une plaidoirie. J'étais bienveillant et bon, la misère a fait de moi un démon. D'un coup, l'affaire devient beaucoup plus complexe. Alors, la créature lui raconte sa première année. Imaginez naître déjà adulte, tout seul, et la première chose que vous voyez, ce sont des gens qui hurlent de peur. C'est ça, son début dans la vie. Il finit par se cacher près d'une petite maison, et là, en secret, il observe une famille. Il apprend tout grâce à eux, il apprend à parler, à lire et même à aimer. L'espoir renaît. Un jour, il tente sa chance. Il parle au père de famille, qui est aveugle. L'échange se passe super bien, jusqu'au retour du reste de la famille. Eux, en le voyant, l'attaquent avec une violence inouïe. Son seul et unique espoir d'être accepté, anéanti. Le coup de grâce, il arrive juste après. Il voit une petite fille se noyer. N'hésite pas, plonge et la sauve. Sa récompense? L'homme qui était avec elle lui tire dessus pensant qu'il l'agressait. C'est la goutte d'eau. Être puni pour avoir fait le bien. C'est à ce moment-là qu'il bascule et jure une vengeance éternelle contre l'humanité entière. Franchement, la question se pose. Abandonné à la naissance, rejeté par absolument tout le monde et même attaqué quand il tente de faire le bien, pouvait-il vraiment éviter de sombrer dans la vengeance? Ce qui nous amène à la suite. Après s'être confessée, la créature ne demande pas le pardon. Non, elle fait une offre, une sorte de pacte, une négociation d'otages à très haut risque. Voilà sa demande, c'est simple. Je suis seul, crée-moi une compagne, comme moi, et on disparaîtra tous les deux en Amérique du Sud. Pour toujours. Pour Victor, c'est un choix impossible. Soit il prend le risque de créer une nouvelle espèce qui pourrait anéantir l'humanité, soit il refuse et condamne tous ses proches à une mort certaine. Il n'y a pas de bonne solution. Au début, la peur de tout perdre le pousse à accepter. Il part s'isoler pour se mettre au travail. Mais au dernier moment, juste avant de donner vie à la créature féminine, la paranoïa le rattrape. Et s'ils avaient des enfants? Et si elle était encore pire que lui? Alors, sous les yeux de la créature qui l'épie par la fenêtre, il fait un truc horrible. Il déchire son œuvre en morceaux. La réaction de la créature est glaçante. Pas un cri, pas de colère visible, juste cette phrase, cette promesse, lâchée avant de disparaître dans la nuit. Je serai avec toi pour ta nuit de noces. Le pacte est rompu. La trêve est finie. La vengeance, qui était en pause, reprend. Et cette fois, elle va être personnelle, ciblée et absolument impitoyable. La liste des victimes, c'est un véritable carnage méthodique. D'abord, Henri, le meilleur ami de Victor, étranglé. Ensuite, la créature tient sa promesse. Le soir même du mariage de Victor, sa nouvelle épouse, Elisabeth, est assassinée. Son père, en apprenant la nouvelle, meurt de chagrin.
En quelques jours, Victor a absolument tout perdu. Et là, c'est le début du dernier acte. Les rôles s'inversent complètement. Victor n'est plus la victime terrifiée, il devient le chasseur. Son seul et unique but dans la vie, la vengeance. Une chasse à l'homme, ou plutôt au monstre, s'engage. Une poursuite qui va les mener à travers toute l'Europe, puis la Russie, pour finir dans le désert de glace de l'Arctique. C'est un duel à mort entre le créateur et sa créature, nourri par une haine pure, totale et réciproque. La course-poursuite s'arrête là. Victor, à bout de force, mourant de froid, est récupéré par un bateau d'explorateurs. C'est sur son lit de mort qu'il raconte toute son histoire au capitaine du navire, sa confession finale. Et peu de temps après, Victor Frankenstein meurt. Et là, le twist final. La créature monte sur le bateau. Elle trouve le corps de son créateur. Mais au lieu de se réjouir, elle s'effondre en larmes. Elle pleure Victor. Elle est dévorée par le remords, avouant que sa vengeance ne lui a apporté aucune paix, seulement plus de souffrance. Ce qui nous ramène à la question de départ. D'un côté, on a un scientifique qui crée la vie, puis qui l'abandonne par peur et par égoïsme. De l'autre, une créature née bonne, mais que la haine des autres a transformée en meurtrier. Alors, au final, qui a commis l'acte le plus monstrueux? Le créateur qui a fui ses responsabilités ou la créature qui a répondu à la cruauté par la cruauté? Qui est le véritable monstre?